Camille Verdier, directeur et conservateur du château de Grandson, pour une intervention conclusive. Alors, merci beaucoup de me laisser ces 5 minutes pour une intervention conclusive, et j'espère que la situation des musées sur la question de l'énergie et de sa pénurie ne va pas paraître peut-être presque triviale par rapport à toutes les interventions qu'on a eues jusque-là. Donc, comme pour tous les secteurs d'activité, la culture, et pour ce qui concerne, en tout cas ce qui me concerne moi, ce sont les musées et le patrimoine, se sont penchés avec précaution et sans trop se presser sur la problématique de leur consommation énergétique et également de leur bilan carbone de leurs activités depuis à peu près 7-8 ans. C'était presque un luxe ou un hobby parce qu'on n'avait pas trop de questions à se poser sur les conséquences de notre consommation, tout en développant par ailleurs une activité muséale toujours plus énergivore. Je dois d'ailleurs avouer que malgré toutes ces réflexions, on n'a pas pris trop le temps ces dernières années de se pencher dessus. Il est assez compliqué de trouver des bilans ou bien des synthèses qui permettent d'avoir une vraie vision et un vrai monitoring de la consommation des musées ou du patrimoine, à la fois sur les territoires et au sein même des musées. Pas mal de choses ont été faites aux États-Unis, en Europe, un petit peu plus en Allemagne, en Suisse, pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelques jours que l'ICOM était en train de faire, donc l'ICOM c'est le Conseil international des musées, en Suisse était en train de faire une étude sur la consommation énergétique des musées et sur les solutions qu'on pouvait apporter face aux problématiques actuelles. Toutefois, comme pour tous les secteurs d'activité, cette dernière année, la prise de conscience de l'urgence énergétique a été un petit peu violente pour les musées aussi, face à l'augmentation des prix de l'énergie, mais surtout face au risque de pénurie et de coupure qui mettrait non seulement l'activité d'accueil des publics, l'activité économique des musées en suspens, mais surtout qui mettrait potentiellement en péril la conservation des œuvres les plus fragiles et leur sécurité, au-delà même des problématiques de soupe qu'on a pu connaître dans certains musées. Sur ce dernier point, qui est assurément l'enjeu primordial de tant les dégâts pourraient être irréversibles, j'aimerais vous donner un petit peu une image du paysage. La Suisse conserve dans ses musées à peu près 80 millions d'objets. Je ne l'ai pas ici. Avec à la nature et aux besoins de conservation absolument divers. Donc vous avez des peintures, vous imaginez ça le premier, des papiers, des tissus qui ont besoin d'une conservation, de conditions de conservation assez spécifiques, mais surtout toutes les conservations d'histoire naturelle, animaux, graines, qui peuvent d'ailleurs se conserver à des températures négatives, et bien d'autres objets comme sculptures, armes anciennes, qui sont un petit peu moins fragiles que le reste. Ces collections demandent des conditions stables de température et d'hygrométrie très strictes, édictées par des normes internationales sous couvert de l'ICOM, donc ce fameux Conseil international des musées qui fait partie de l'UNESCO. Il s'agit de 50% d'humidité de l'air et entre 18 et 20 degrés Celsius pour la meilleure des conservations. Et tout ça dans des environnements absolument divers. Donc au château de Grandson, on est ouvert aux 4 vents, la bise rentre, il fait très froid en hiver, très sec également. L'humidité du lac remonte en été, donc très humide, très compliqué. Mais vous avez des magnifiques bâtiments de béton qui ont été construits ces 30 dernières années, qui sont des musées, et qui sont absolument terribles aussi. Il fait tout à fait très chaud. Et même les bâtiments minergiques, comme certaines dernières constructions à Genève, ont des problèmes également dans ce domaine. Mais depuis un an, l'ICOM et certains conservateurs commencent à remettre en question cette orthodoxie. Après tout, les objets ont déjà vécu 1000 ans, 500 ans, se sont pas tant dégradés de ça, et ils n'avaient pas un niveau de conservation aussi strict qu'actuellement. Pour revenir sur la consommation d'énergie, il faut s'imaginer que ces conditions demandent énormément d'énergie. Vous avez des dépôts où l'oxygène est abaissé pour tuer tous les nuisibles. Vous avez des dépôts négatifs pour les graines, pour les collections d'histoire naturelle. Et avec ce que j'ai pu trouver, parce que comme je vous ai dit, c'est pas facile, on peut atteindre entre 40 jusqu'à 60% de la consommation énergétique de l'institution pour la conservation des objets. Le reste étant les bureaux, l'accueil des publics, les expositions temporaires, les expositions permanentes. C'est absolument énorme. Et cela s'ajoute bien sûr tout le système de sécurité, comme la détection incendie, l'anti-effraction, les caméras de sécurité, les alarmes. Et donc en cas de coupure, tout ça s'arrête. On a souvent l'anti-incendie qui est sur batterie pendant un temps, mais tout le reste va s'arrêter
avec toutes les conséquences que ça peut avoir, donc vulnérabilité au vol et vulnérabilité aux dégradations climatiques. Alors que les autorités en Suisse et en Europe demandaient des efforts aux particuliers et aux entreprises pour réduire leur consommation énergétique, donc c'est ce qu'on a dit, entre 4 et 10% en Suisse, les musées ont pris diverses mesures telles que fermeture hebdomadaire, baisse de chauffage. On a eu le droit à la même chose que dans certaines entreprises, c'est-à-dire plus d'eau chaude, les extinctions de l'éclairage des sites patrimoniaux, et même dans certains musées, la décision d'arrêter cette orthodoxie climatique pour les œuvres, c'est-à-dire laisser une marge plus grande, c'est plus 18-20 degrés, mais c'est peut-être 16-21. Donc imaginez un petit peu la réflexion ou l'effort que ça a dû être pour les conservateurs d'arriver à cette décision-là, alors même qu'on voyait par ailleurs dans la rue ou dans l'attitude de certaines personnes ou de certaines entreprises une conviction un peu moins importante par rapport à leur impact énergétique. Tout ça, bien sûr, a poussé également le Conseil international des musées à réfléchir à des mesures d'urgence qui catégorisent même les biens culturels selon leur vulnérabilité et leur valeur. Donc un petit peu ce qui avait été imaginé pour les patients pendant le Covid, ça a été réfléchi pour les biens culturels face à la pénurie énergétique. Donc cette œuvre d'art, bon, si on la perd ou si elle est détruite à cause d'une coupure d'électricité, tant pis. Ces mesures sont des mesures d'urgence et nous devons quand même voir la situation actuelle comme une jolie opportunité de dresser un bilan sur l'impact énergétique de l'activité muséale, mais comme ça a été dit finalement sur l'activité globale, et ce que beaucoup d'institutions ont commencé à faire depuis l'an dernier. Donc comme je vous ai dit, l'ICOM est en train de réfléchir au fameux bilan des musées en termes d'énergie. Et des principales solutions à moyen terme concernent surtout, et ça a été déjà dit, l'efficience énergétique du bâtiment. Ce qui est facile pour les nouveaux bâtiments, un petit peu plus compliqué pour les anciens. Nous sommes en rénovation actuellement au château de Grandson, on sait de quoi on parle. Et d'autres solutions, c'est l'autonomisation partielle du bâtiment grâce à des technologies de production d'énergie comme le photovoltaïque ou la géothermie. Vous avez ici les photovoltaïques à Chambord, ça questionne aussi de la même manière que le paysage, où le sacro-saint du bâtiment patrimonial doit être remis en question. On a parlé des photovoltaïques en ville, sur les bâtiments anciens. Après tout, pourquoi pas, si ça permet de le préserver de la destruction ou de préserver les œuvres qui contiennent de la destruction. De la même manière que des éoliennes dans le paysage ou des photovoltaïques dans les Alpes peut être une solution. Les photovoltaïques sur le château de Grandson, pourquoi pas? Nous ne l'avons pas décidé, bien sûr. Ce n'est pas à nous de le décider. Il y a des commissions au niveau du canton pour le faire. Et bien entendu, la solution qui paraît la plus évidente et la plus accessible, c'est la sobriété énergétique au sein de l'activité muséale et la sobriété technologique dans l'activité en redonnant au facteur humain sa place dans la médiation entre le public et le musée. C'est dans ce sens qu'au château de Grandson, nous avons une chance particulière parce que nous refaisons tout depuis à peu près une dizaine d'années et nous espérons finir d'ici 3-4 ans. Et nous sommes dans une phase qui permet une réadaptation complète du site. Nous allons améliorer l'efficience énergétique du bâtiment dans le cadre de la conservation patrimoniale et nous allons mettre en place des solutions d'autonomisation énergétique. Alors, je vous rassure, pas sur le château lui-même. Sur le site, d'assurer un minimum d'alimentation énergétique, ce qui permettrait notamment la sauvegarde des biens culturels en cas de coupure d'électricité. Nous allons aussi optimiser l'ensemble de nos activités d'un point de vue énergétique et surtout raisonner l'usage de la technologie dans notre offre muséographique afin de non seulement baisser notre consommation énergétique, mais également être moins dépendant d'elle en cas de coupure. Si vous allez voir certaines expositions, en cas de coupure d'électricité, vous pouvez juste fermer le musée. Pour un château, vous allez à Chillon, s'ils ont une coupure d'électricité. Ça sera un peu compliqué pour les caisses, mais vous pourrez toujours aller visiter le château. Nous souhaitons enfin nous appuyer complètement sur le facteur humain et trouver ainsi des solutions qui permettraient la continuité d'une partie de l'activité et qui assureraient la sécurité des biens culturels, même en cas de coupure d'électricité prolongée. Enfin, pour ce que j'en vois, le monde muséal est dans une réflexion active et semble créatif face à la situation. Nous sommes optimistes. Pour ce qu'elle offre de remise en question, pour la sortie d'un modèle énergétique qui la convainquait de moins en moins et pour l'opportunité d'ouvrir le chemin sur un développement plus durable. Car la durabilité comme principe de transmission pérenne aux générations futures étant finalement l'essence même du musée, et j'ai envie de dire même pour le patrimoine, avec un château qui a 700 ans d'existence,
l'essence même au château de Grandson. Je vous remercie.